Vous avez peut-être remarqué une chose étrange. Plus vous comprenez ce qui se passe autour de vous, moins vous vous sentez soulagé. Vous voyez clair, mais vous ne vous sentez pas mieux. On vous avait pourtant dit l'inverse. Que comprendre, c'était avancer. Que devenir plus lucide, c'était se libérer. Alors pourquoi ce sentiment persistant de lourdeur? Pourquoi cette impression de ne plus pouvoir revenir en arrière, même si c'était plus simple avant? Ce n'est pas que vous êtes devenu pessimiste. Ce n'est pas que vous avez perdu l'espoir. C'est peut-être simplement que certaines illusions, une fois tombées, ne laissent rien derrière pour amortir le choc. Et ce malaise discret que vous ressentez, ce n'est pas un échec. C'est peut-être le prix silencieux de la lucidité. La plupart des gens grandissent avec une idée profondément ancrée, comprendre sa vie devrait la rendre plus supportable. On nous apprend que la clarté apaise, que la conscience libère, que voir la réalité telle qu'elle est mène forcément à une forme de paix intérieure. Cette croyance est rassurante. Elle donne l'impression que la souffrance n'est qu'un problème de compréhension incomplète. Qu'il suffirait de mieux voir pour aller mieux. Mais dans la réalité, beaucoup font l'expérience inverse. Ils comprennent mieux les mécanismes relationnels, les attentes cachées, les compromis silencieux. Ils voient plus clairement leurs propres limites, leurs renoncements, leurs contradictions. Et pourtant, leur malaise ne disparaît pas. Il devient parfois plus net, plus précis, plus difficile à ignorer. Le problème ne vient pas d'un manque d'effort. Il ne vient pas d'un refus de grandir. Il vient d'une confusion entretenue entre deux choses très différentes, comprendre et être soulagé. La société valorise une lucidité utilitaire. Une lucidité qui sert à optimiser, à mieux s'adapter, à fonctionner sans trop faire de vagues. Dans ce cadre, comprendre n'est toléré que si cela permet de continuer sans trop déranger l'équilibre existant. Mais dès que la compréhension commence à retirer les justifications, dès qu'elle met à nu les arrangements tacites, dès qu'elle révèle ce que l'on accepte par peur, par habitude ou par fatigue, elle cesse d'être confortable. C'est là que naît le malaise. Non pas parce que la vérité serait insupportable en soi, mais parce qu'elle ne propose plus de récits rassurants pour expliquer pourquoi tout devrait aller bien. Beaucoup de personnes ne souffrent pas parce qu'elles ne comprennent pas. Elles souffrent parce qu'elles comprennent. Et qu'aucune illusion ne vient plus atténuer ce qu'elles voient désormais clairement. Ce n'est pas la lucidité qui crée la douleur. C'est la disparition progressive des histoires que l'on se racontait pour rendre cette douleur acceptable. Ce qui fragilise le plus une personne devenue lucide n'est pas une émotion négative particulière. Ce n'est ni la tristesse, ni la colère, ni même la solitude. Le véritable adversaire est plus discret, plus acceptable socialement, et donc plus difficile à repérer. C'est l'illusion autoprotectrice. Cette illusion ne se présente pas comme un mensonge grossier. Elle prend la forme de récits intérieurs raisonnables, nuancés, presque sages. Des phrases que l'on se répète pour continuer à avancer sans trop remettre en question ce qui nous entoure. Ce n'est pas si grave. Tout le monde fait comme ça. Il faut bien s'adapter. Ces formules n'ont rien d'agressif. Elles servent même, pendant longtemps, à préserver un équilibre fragile. Mais à mesure que la lucidité s'installe, quelque chose change. On commence à voir l'écart entre ce que l'on accepte et ce que l'on ressent réellement. Entre ce que l'on justifie et ce que l'on supporte en silence. L'illusion ne disparaît pas brutalement. Elle s'effrite. Et c'est précisément cette phase qui épuise. Car l'illusion n'est pas un ennemi déclaré. Elle a longtemps été une alliée. Elle a permis de rester, de tolérer, de patienter. La remettre en question donne alors l'impression de se trahir soi-même, ou de devenir ingrat envers ce qui nous a aidés à tenir. Beaucoup de personnes lucides se retrouvent piégées à cet endroit. Elles voient clair, mais continuent d'agir comme avant. Elles comprennent, mais se demandent si cette compréhension vaut vraiment le prix à payer. L'affaiblissement ne vient pas de la lucidité. Il vient de la tension permanente entre ce qui est vu et ce qui est encore maintenu par habitude. Entre la vérité perçue et les récits conservés pour éviter une rupture trop brutale. Ce conflit intérieur est invisible aux autres. Il ne produit pas de crise spectaculaire. Il use lentement. Et tant que cette illusion autoprotectrice n'est pas reconnue pour ce qu'elle est,
La lucidité reste incomplète, non pas parce qu'elle manque de clarté, mais parce qu'elle n'a pas encore trouvé le courage de se passer de ses anciens anesthésiants. Il devient alors nécessaire de déplacer le regard. Non pas pour rendre la lucidité plus acceptable, mais pour la comprendre hors des promesses qu'on lui a trop souvent associées. La lucidité n'est pas un outil de mieux-être. Elle n'est pas une méthode de guérison. Elle n'a jamais été conçue pour apaiser. Ce malentendu est central. On attend de la lucidité qu'elle fonctionne comme une lumière bienveillante. Qu'elle éclaire ce qui ne va pas, puis qu'elle rassure. Mais la lucidité réelle ressemble davantage à une lumière crue. Elle ne sélectionne pas ce qu'elle montre. Elle ne hiérarchise pas ce qui fait mal et ce qui devrait rester flou. Dans ce cadre, voir n'est pas synonyme de soulagement. Voir, c'est perdre certaines protections. Pendant longtemps, chacun vit avec une forme d'anesthésie psychique. Elle ne supprime pas la douleur. Elle la rend supportable. Elle prend la forme d'espoir vague, de justification morale, de récits personnels qui donnent du sens à ce qui est enduré. La lucidité ne combat pas directement cette anesthésie. Elle la rend simplement inutile. À partir du moment où l'on voit clairement pourquoi l'on reste, pourquoi l'on accepte, pourquoi l'on se tait, les anciens récits perdent leur pouvoir apaisant. Ils continuent d'exister, mais ne fonctionnent plus. C'est ici que la confusion apparaît. On pense que la lucidité a échoué, parce qu'elle n'a pas apporté de paix. Alors qu'en réalité, elle a rempli sa seule fonction. Empêcher le mensonge intérieur. La souffrance qui suit n'est pas nouvelle. Elle était déjà là. Simplement, elle n'est plus filtrée. Ce changement de perspective est inconfortable, car il retire à la lucidité toute promesse de récompense émotionnelle. Elle ne promet ni force, ni sagesse, ni élévation morale. Elle promet seulement une chose. Ne plus détourner le regard de ce qui est vécu. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la lucidité rend la vie meilleure. La vraie question devient: préférez-vous une douleur expliquée par des récits rassurants, ou une douleur vue pour ce qu'elle est, sans justification inutile? La lucidité ne vous sauve pas de la souffrance. Elle vous place simplement dans un espace où se mentir n'est plus possible. Et pour beaucoup, ce n'est pas une libération. C'est un seuil. À ce stade, une confusion persiste souvent. Si la lucidité ne protège pas de la souffrance, alors à quoi bon continuer à la cultiver? La réponse ne se situe pas du côté du confort, mais du côté de la cohérence intérieure. La véritable force ne consiste pas à supporter davantage. Elle ne consiste pas non plus à s'endurcir, à se fermer ou à dominer. Ces stratégies ne font que remplacer une illusion par une autre. La force, dans un état de lucidité, prend une forme plus discrète. C'est la capacité de ne plus agir contre ce que l'on sait déjà. De ne plus se raconter des histoires pour justifier ce qui nous abîme lentement. Cette force ne rend pas la vie plus simple. Elle la rend plus alignée. Une personne lucide ne cherche plus à être comprise à tout prix. Elle ne cherche plus à convaincre, ni à expliquer sans cesse ce qu'elle ressent. Elle accepte que certaines vérités n'aient pas vocation à être partagées ou validées. Il y a là une forme de retenue. Un retrait volontaire des dynamiques qui exigent la négation de soi pour fonctionner. Ce n'est pas de la froideur. C'est une économie intérieure. Ne plus se trahir signifie parfois renoncer à des attentes anciennes. À l'idée d'être reconnu pour sa lucidité. À l'espoir que comprendre suffira à transformer l'autre ou la situation. Cette renonciation n'est pas une perte de sensibilité. C'est un déplacement de l'énergie. Moins dirigé vers l'extérieur, plus concentré sur la justesse de ses propres choix. La force dont il est question ici n'est pas spectaculaire. Elle n'impressionne personne. Mais elle évite l'épuisement silencieux qui naît quand on vit trop longtemps en contradiction avec ce que l'on voit clairement. Être lucide, ce n'est pas devenir invulnérable. C'est refuser de continuer à se mentir pour rester debout. Vivre avec la lucidité ne demande pas de grands gestes. Elle ne s'exprime pas dans des décisions spectaculaires, mais dans de légers déplacements intérieurs, presque invisibles de l'extérieur. Cela commence souvent par la manière de parler.
moins expliquer, moins justifier ce que l'on ressent ou ce que l'on choisit. Non pas par indifférence, mais parce que l'on comprend que certaines vérités perdent leur clarté lorsqu'elles cherchent trop à être acceptées. La lucidité modifie aussi la façon de réagir. On répond moins vite. On observe davantage ce qui se répète, plutôt que ce qui est promis. On prête plus d'attention aux incohérences qu'aux intentions déclarées. Dans certaines situations, vivre lucidement signifie ne plus insister. Ne plus tenter de corriger, d'éclairer ou de sauver ce qui ne demande pas réellement à être compris. Il ne s'agit pas de se retirer par amertume, mais de reconnaître où votre présence intérieure est encore respectée. Il y a aussi l'art discret du retrait. Savoir partir d'une conversation avant qu'elle ne vous oblige à vous contredire. Savoir prendre de la distance sans créer de conflits inutiles. Non par peur, mais par lucidité sur ce que vous êtes prêt à payer intérieurement. Ces ajustements paraissent modestes. Ils ne changent pas immédiatement la réalité extérieure. Mais ils empêchent l'érosion progressive de l'intégrité personnelle. Vivre avec la lucidité, ce n'est pas chercher à transformer le monde autour de soi. C'est apprendre à ne plus se perdre soi-même dans des dynamiques qui exigent l'aveuglement pour continuer. À mesure que la lucidité s'installe, quelque chose devient évident. Elle n'est pas faite pour rassembler. Elle n'est pas faite pour rassurer. Elle n'est pas faite pour être partagée largement. La lucidité isole, non pas parce qu'elle élève, mais parce qu'elle retire les récits communs qui permettent de se sentir ensemble sans trop se comprendre. On se retrouve alors face à une solitude particulière. Une solitude qui ne vient pas de l'absence des autres, mais de la présence accrue de ce qui est vrai. Cette solitude n'est pas toujours choisie au départ. Elle s'impose lorsque certaines conversations deviennent impossibles sans se trahir. Lorsque certaines attentes apparaissent pour ce qu'elles sont réellement. Lorsque rester demande plus de renoncements intérieurs que partir. Il n'y a pas de morale à en tirer. Ni victoire, ni défaite. Seulement une lucidité plus nue. Sans promesse de réconfort. Sans garantie de paix. La lucidité ne rend pas la vie plus douce. Elle ne protège pas du doute, ni de la fatigue existentielle. Mais elle offre une chose rare. La possibilité de vivre sans se raconter d'histoires pour supporter ce qui ne nous convient plus. Et parfois, ce n'est pas le bonheur que l'on cherche, mais simplement la vérité suffisante pour ne plus se perdre soi-même.